pour continuer à parler de la guerre à Gaza. Nous sommes avec notre invitée Agnès Levallois, spécialiste du Proche-Orient. Agnès Levallois, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, les appels au cessez-le-feu se multiplient, la diplomatie échoue. Il y a quelques jours, Joe Biden, le président américain, refusait un cessez-le-feu de crainte qu'il profite au Hamas. Ces dernières heures, Anthony Blinken demande désormais des pauses humanitaires. 1400 Israéliens sont morts depuis le 7 octobre. Côté palestinien, ce sont quasiment 10 000 civils qui ont été tués, dont plus de 3 600 enfants. Quelle lecture faites-vous de cette guerre qui entame son 29e jour dans la bande de Gaza ? Eh bien, on voit que Israël et le gouvernement de Netanyahou ne veut absolument pas arrêter, alors que, vous l'avez souligné, le nombre de morts civiles est absolument insupportable aujourd'hui. Alors, il y a un petit élément nouveau, c'est la volonté apparemment des Américains, quand même, par l'intermédiaire de son secrétaire d'État Blinken, d'essayer d'expliquer à Netanyahou qu'il faut absolument des pauses humanitaires, même si celui-ci, pour l'instant, les refuse. Et ce que l'on voit, c'est que Netanyahou, qui est en grande difficulté en interne sur la scène politique intérieure israélienne, eh bien, entend jouer son va-tout, si je puis dire, c'est-à-dire montrer une position la plus ferme possible pour tenter de remonter aussi dans les sondages auprès de l'opinion publique israélienne, qui est quand même très, très critique à l'égard de sa stratégie, avec une question évidemment essentielle, et on voit des pressions de plus en plus fortes de la part des familles des otages, parce qu'on ne voit pas comment, avec la force de frappe israélienne, la vie des otages peut être préservée dans la bande de Gaza. Et donc, on voit une équation pour le gouvernement israélien qui est d'un côté de montrer qu'il veut pour reprendre ces termes, éradiquer le Hamas, même si on peut évidemment émettre les plus grands doutes, puisque ça n'est pas comme ça qu'on pourra faire disparaître un mouvement tel que le Hamas. Et donc une pression pour atteindre cet objectif de guerre qui a été fixé par le gouvernement de Netanyahou, tout en préservant la vie des otages. Et je crois que plus les jours vont passer, plus la position d'Israël va être dure à maintenir, puisque les images qui tournent et le bilan dramatique que vous avez rappelé montrent effectivement la disproportion entre les buts affichés par Netanyahou et la réalité, et ce qui conduit l'ONU à qualifier ces attaques maintenant de crimes de guerre. Justement, l'expression de crime de guerre a plusieurs fois été évoquée par la Cour pénale internationale, notamment de son côté, l'ONU a mis en garde contre un possible nettoyage ethnique opéré par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Comment expliquer aujourd'hui l'impuissance de la communauté internationale, la paralysie de l'ONU, l'échec de la diplomatie face à un conflit d'une violence sans précédent où les règles de base humanitaire, notamment, sont violées tous les jours ? Alors, en ce qui concerne l'ONU, on sait bien que le Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui est complètement paralysé, puisque dès qu'une proposition de résolution vient des États-Unis, il y a un veto russe, et dès qu'une proposition vient de la Russie, il y a un veto américain. Donc, je pense qu'on ne peut plus compter à ce stade sur le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, d'autres agences de l'ONU font un travail formidable dans le sens où elles essayent de porter secours aux populations civiles de Gaza. Et donc, on voit bien que la seule solution peut venir des États-Unis, qui sont le soutien, pour reprendre là aussi l'expression indéfectible de l'État d'Israël, et seuls les Américains peuvent dire à Israël, maintenant, il faut une pause, sinon on arrête de livrer de l'armement. On est vraiment dans cette logique aujourd'hui, mais on voit bien que les Américains ne sont pas prêts à franchir ce pas, et ça suffit, il faut absolument préserver les civils, d'autant plus que, en agissant de la sorte, les conséquences pour l'après risquent d'être encore plus catastrophiques. Et ce qui est très préoccupant dans toute cette guerre à laquelle nous assistons, c'est que la priorité d'Israël, à juste titre, qui est d'essayer d'avoir une sécurité,
eh bien, avec cette guerre, la sécurité d'Israël ne peut en aucun cas, à terme, être assurée, puisque on peut tout à fait imaginer que tous les jeunes enfants qui assistent à ces drames aujourd'hui à Gaza aient à accepter une solution avec l'État d'Israël. Donc, la sécurité d'Israël passe, à mon sens, et donc par l'arrêt de ces bombardements. En tout cas, le risque d'embrasement de la région est là. Quel impact cela pourrait avoir sur la suite des événements? Le chemin de la paix est-il encore possible selon vous dans ce contexte? Alors, je crois qu'il y a quand même une volonté de la part des acteurs régionaux de ne pas aller vers un embrasement. On l'a bien vu hier avec le discours de Hassan Nasrallah, le responsable du mouvement Hezbollah au Liban, qui a vraiment dit clairement, finalement, qu'il ne voulait pas se laisser entraîner dans une guerre contre Israël. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'embrasement, pour l'instant, en tous les cas, n'est pas souhaité par les différents acteurs de la région. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un dérapage possible à un moment ou à un autre, mais ça ne fait pas partie, me semble-t-il, des plans des acteurs régionaux. Maintenant, la paix, évidemment, il faut commencer à penser à l'après-guerre. Et là encore, il me semble que, en dehors de la volonté des Américains, des États-Unis de véritablement faire quelque chose, s'il n'y a pas cette volonté très forte, je crains que on soit encore face à des violences dramatiques dans les mois et les années à venir. Agnès Levallois, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Proche-Orient.